La critique se poursuit et nous continuons à parler de musique. Charles Ardenne en studio a coiffé sa casquette musique classique et nous sommes en ligne avec Anna Sigalevich, journaliste et auteure. Dans quelques instants, nous parlerons de Good Night, le dernier disque du pianiste Bertrand Chamaillou, mais tout de suite, retour à l'opéra. Samedi dernier, la fosse et la scène de l'Opéra Comique étaient aussi pleines que la salle vide. Le chef Raphaël Pichon et la metteuse en scène Jeanne Candel avaient décidé de jouer quand même et d'offrir aux spectateurs d'Arte leur version d'Hippolyte et Aricie. On peut depuis le revoir gratuitement sur la plateforme de la chaîne. Alors c'est un opéra monstre, Hippolyte et Aricie, un opéra de Rameau, créé pour la première fois en 1733, jalon déterminant dans l'histoire du genre. On y suit les aventures mythiques de deux jeunes gens dont l'union est compromise. Aricie est destinée au culte de Diane, Hippolyte est l'objet d'un funeste amour, celui de sa belle-mère Phèdre. Et quand la mort du roi Thésée est annoncée, la tragédie s'emballe. Alors Jeanne Candel choisit de camper cette histoire dans un décor au référent très hétéroclite. Le spectacle ouvre d'abord devant une toile blanche, rapidement tachée de jets de couleurs, qui dévoile ensuite un décor industriel métallique avec un ascenseur et des escaliers, le tout très sombre. Les chanteurs et le chœur portent des tenues qui évoquent différents lieux et périodes, le siècle de Louis XIV, l'Antiquité, les années 30, parfois des marionnettes ou un cerf fantasque apportent une touche burlesque à l'ensemble. Un regard d'abord sur ces choix de mise en scène, Anna Sigalevich. Sur ces choix de mise en scène, oui, en effet, c'est assez hétéroclite. On sent très bien les influences de Jeanne Candel, du Régie Théâtre. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle un petit peu peut-être ce que c'est le Régie Théâtre, ce moment à la fin des années 70, début 80, où les metteurs en scène vraiment prennent une certaine liberté et deviennent auteurs des spectacles. Donc ça permet en effet ce côté hétéroclite et dans les décors beaucoup et dans la mise en scène, où il y a presque des moments qui ressemblent à des happenings. Voilà, c'est l'esprit de Jeanne Candel. Moi, c'est un esprit que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé la plupart de ses spectacles précédents. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, en termes de cohérence dramaturgique, je pense qu'il y a des choses à dire. Mais alors, je pense quand même une chose, c'est que Jeanne Candel, le quatrième mur, justement, il n'existe pas dans ces spectacles et il y a vraiment une interaction toujours avec les spectateurs. Il y a une adresse particulière au public qui, là, bien évidemment, est absent et le quatrième mur est là, bien évidemment, puisqu'il y a cet écran à travers lequel on regarde le spectacle. Donc, je pense que ça n'aide pas beaucoup le type de théâtre qu'elle défend et qu'elle prône depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et notamment peut-être sur la manière dont les acteurs jouent sur scène. Ça doit être assez compliqué pour eux. Charles Ardenne, un regard sur la mise en scène d'Hippolyte et Aricie. Absolument. Pour rebondir sur ce que dit Anna Sigalevich, tout à fait, les précédents spectacles de Jeanne Candel réalisés avec Samuel Hinchach, le Crocodile trompeur d'après Didon Aîné ou Orphée, je suis mort en Arcadie d'après le premier chef-d'œuvre lyrique de Monteverdi, en effet, intégrer le spectateur au spectacle, là on n'a pas du tout ça, et elle s'en rend compte à la toute fin en nous rajoutant une espèce de post-logue. D'épilogue. Ouais, d'épilogue, pardon, tout à fait, mais épilogue, ça rentre dans l'histoire, alors que là, on a Léa Dezande qui vient avec... Qui est une des chanteuses de la production, ouais. Absolument, elle vient avec son vélo sur scène pour bien nous montrer « Ah, attention, là, on revient au monde réel, on a un observateur extérieur ». Et j'ai malheureusement trouvé que toute la mise en scène, tout le entre guillemets, propos de la mise en scène était de cet acabit, c'est-à-dire des réflexions à la fois littérales, mais qui n'ont même pas l'intérêt de la candeur. Très simple. Comme disait Anna, il y a les références au Régie Théâtre, mais alors c'est vraiment massif et c'est vraiment simpliste. Alors par exemple tous les exemples en fait, de toute cette production, ça se passe, vous l'avez dit, dans le temple de Diane, donc on a des chasseurs, donc on fait rentrer le chœur avec des fusils. Voilà. Ils tirent en fait de la peinture, ce qui est
je ne sais pas si c'est une citation ou une pâle copie de Niki de Saint-Phal, de l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Ensuite, il y a une matelote, alors on va la présenter en sirène de cabaret. Les chasseurs reviennent, donc il y en a qui ont un petit masque de chien, mais vous savez, un peu de la qualité des foires fouilles là, ou d'Halloween. Et il faut bien qu'ils aillent se frotter sur un arbuste pour faire un peu amusant, mais ils le font mollement. Même ça, c'est même pas véritablement investi, etc., etc. Et si on creuse encore un peu plus loin, il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette tragédie, qui sont esquissées ici. Par exemple, le fait qu'il y a un seul décor, parce que d'abord c'est une toile qui ensuite révèle ce que vous avez très bien décrit, cet immeuble à l'os avec un ascenseur. Pour la descente aux enfers, c'est un peu simpliste, mais pourquoi pas. Et puis c'est assez beau, pour le coup. Esthétiquement, la mise en scène est belle. Oui, c'est beau jusqu'à ce qu'il y ait donc les rivières de sang qui coulent sur l'escalier et des hommes et femmes d'entretien avec des jolies charlottes qui viennent nettoyer tout ça. Encore une fois, Régui Théâtre assez simpliste. Ce qui est intéressant par contre ensuite, c'est qu'on reste dans ce plateau et donc ça renvoie en effet à cette œuvre où lorsque Thésée sort des enfers, il y reste d'une certaine manière, il retourne dans son palais, mais en fait, il rentre encore plus profond dans le drame, puisqu'évidemment, tout va se passer avec Phèdre. Certes, mais ça, c'est même pas bien travaillé. Et vous disiez tout à l'heure, c'est très sombre. En effet, c'est très sombre, mais d'un coup, il faut rallumer la lumière pour faire comme la foire où on jette les harengs, là, à Dunkerque, pour faire un épisode de divertissement. Ensuite, on revient dans le drame, on réallume, et voilà, jour, nuit, et peu d'intérêt, j'ai trouvé. Anna Sigalevitch, moins sévère que Charles. Non, franchement, on vous entend, beaucoup moins sévère. Oui. Non, je suis d'accord que la cohérence dramaturgique n'est pas évidente à trouver, mais pour moi, il y a quand même une montée en puissance dans le spectacle, notamment à partir de la fin de l'acte 4, avec le grand air magnifique de Phèdre, quelle plainte en ces lieux m'appelle, et puis qui tient jusqu'au bout, où il y a quelque chose qui se construit, notamment dans la caractérisation des 4 personnages principaux, qui sont donc Hippolyte, Aricie et Phèdre et Thésée, où moi je les ai quand même sentis victimes de leurs sentiments. Je trouve qu'il y a une noblesse dans la caractérisation de ces 4 personnages, qu'il n'y a pas de maniérisme et ça prend petit à petit avec donc Charles parlait de Rossignol amoureux, et je dirais avec cette fin que je voudrais pas dévoiler, parce que je pense qu'il faut, si on regarde cette captation, aller au bout du spectacle, qui pour moi raconte quelque chose, redéfinit vraiment les contours du spectacle et apporte du sens. Enfin, pour moi, il y a quand même de la cohérence, de la pertinence, de la réflexion. Et du sentiment aussi. Il y a quand même quelque chose de sensible qui se dégage petit à petit, qui n'est pas évident à percevoir dans la captation, mais qui est tout de même là. Au plateau, Elsa Benoît, Stéphane Degour, Renaud Van Mechelen, mais aussi, vous parliez de Phèdre, Sylvie Brunet, groupe Ozo qui interprète ce personnage. On l'écoute tout de suite, elle confesse à la mi-temps de l'ouvrage son amour insensé pour le fils de son mari.
Alors parlons du plateau vocal de cette production Hippolyte et Harissi. Anna Sigalevitch, comment ça chante ? Comment ça chante ? Ça chante plutôt très bien. Donc on entendait Sylvie Brunet. Ah, Anna Sigalevitch. Oui, on vous entend, pardon, oui, il y a une petite coupure. Allez-y. Pardon. Donc Sylvie Brunet-Gruposo qui est extrêmement incarnée et puissante dans le rôle de Phèdre. J'en viens tout de suite à son mari, Stéphane Degout, qui lui aussi est vraiment admirable, avec des graves un tout petit peu fragiles, mais une telle beauté de la ligne de chant, de telles couleurs et une telle puissance d'incarnation lui aussi que voilà, c'est vraiment très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'Harissi d'Elsa Benoît, dont je trouve le timbre, le vibrato, une espèce de timbre charnu avec beaucoup de nuances, de souplesse. J'ai été assez en elle. Peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien ? Pas tout à fait très bien. On vous entend, ça résonne. On a l'impression que vous êtes dans un palais, qu'il y a des espèces d'effets robotiques. Oui, il y a Anna. Des interférences. Ouais, je l'entends. Ouais. Bon. Et donc je dirais que donc je termine juste avec Mechelen, qui a lui aussi quelque chose de tendre, mais que je dirais plus effacé et moins flamboyant que les trois autres. Charles Ardenne, sur la distribution, on a l'impression qu'il y a deux couples. En effet, c'est assez évident. Celui que forment Thésée et Phèdre d'un côté, celui formé par Elsa Benoît et par Reinout van Mechelen. Et on n'est pas exactement au même niveau, c'est mon impression. Oui, clairement. Et j'allais dire, tant mieux pour Phèdre et Thésée, tant mieux pour nous d'avoir ce couple qui est en même temps très très important et cardinal, bien entendu, dans cette œuvre, puisque les références directes de cette Hippolyte et Harissi, ce sont Phèdre de Racine et puis les tragédies antiques. Mais en effet, pour moi, il y a un clair écart de niveau, entre les deux couples. Phèdre, Sylvie Brunet-Gruposo, pour moi, il y avait vraiment tout ce dont je rêvais, aussi bien dans le chant. Alors, on peut peut-être mettre un petit bémol sur le fait que justement, elle le chante avec tellement d'assises, d'amplitude, d'intensité que peut-être c'est un peu moins articulé, notamment que Stéphane Degout, qui a une prosodie modèle en français. Oui, on comprend absolument tout ce qu'il dit. En bref, pas besoin de lire les sous-titres. Je traduis en vernaculaire. Exactement. Mais voilà, Sylvie Brunet-Gruposo, pour moi, elle a vraiment convoqué à la fois les figures des tragédiennes raciniennes du théâtre et la beauté du chant de Rameau. Reinout van Mechelen en Hippolyte, je l'ai trouvé très tendu, très stressé. Il faut dire que ça ne doit pas être facile parce que de fait, l'opéra comique qui a sauvé cette production, c'est la seule production en fait de notre paysage lyrique qui a pu être sauvée en direct comme ça, avec la mise en scène telle que prévue. Mais du coup, elle est donnée qu'une seule fois, il n'y a qu'une seule chance, il ne faut pas se rater. Voilà, on le connaît avec son ensemble à Nocte Temporis, on le connaît dans des répertoires peut-être un peu plus chambristes, ou en tout cas, cette magnifique voix prend un peu de temps, j'allais dire, à s'épanouir, à trouver son assise, mais il la trouve à la fin, notamment dans les conflits tellement poignant entre eux, sa belle-mère, et puis à la fin, la réunion avec Harissi, Elsa Benoît, qui est dans un lyrisme et une intensité. J'ai trouvé qu'elle arrivait tout de même à maintenir les deux faces du personnage, qui est très difficile. Harissi, c'est à la fois l'élan amoureux et, vous le disiez, la pureté de la prêtresse de Diane. Oui, une nette montée en puissance, on a l'impression, dans les voix, elles s'assouplissent au fur et à mesure, et je pense que les partitions aussi sont très difficiles, ça demande de rentrer dedans. Anna Sigalevitch, un mot encore sur les voix, sur ce plateau vocal. Sur les voix, je partage ce que j'ai entendu de ce que Charles a dit, c'est-à-dire pas tout, pour être tout à fait honnête. Mais en effet, il y a une montée en puissance qui est claire. Je trouve que même les petits rôles sont défendus. Enfin, ce qu'on sent aussi d'une façon générale dans cette production, c'est l'engagement, la ferveur et quand même, dans cette tragédie, la joie d'être sur scène. Ça se sent aussi très fort. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de l'orchestre et du chœur. Non, allez-y. Ou pas encore. D'accord. Le chœur de l'ensemble Pygmalion est vraiment magnifique. Enfin, la matière du chœur, la précision, la rigueur, la richesse de cette matière comme ça chorale, et je trouve absolument fabuleuse. Et l'orchestre aussi est à l'avenant parce qu'il y a des vrais partis pris. Il y a des tempi qui sont extrêmement lents, il y a des choses qui sont très vives. Enfin, il y a presque une forme de radicalité dans cette direction, avec des silences parfois qui sont très étirés, les tempi, notamment je pense à la fin de l'acte 2, très lents comme ça. Moi j'ai été vraiment saisie par ça parce que je trouve qu'il y a du drame et du théâtre dans ce qu'il fait.
Donc, musicalement, oui, après, choix de version, pas version, etc. Moi, ce que je cherche, c'est si j'y vois une cohérence, je dirais, dramaturgique dans la musique, et je l'ai vu et je l'ai ressenti. De la lenteur, on l'entendait d'ailleurs dans cette ère de Phèdre. J'ai été assez surprise, c'est le moment où le spectacle reprend, il y a eu un entracte. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque alourdi dans le tempo choisi par Raphaël Pichon, donc, qui dirige ce fameux ensemble Pygmalion, orchestre et chœur. Charles Ardenne, comment vous interprétez ces choix esthétiques, ces choix musicaux ? Comme le fait de se permettre d'avoir des tempi qui correspondent à la fois aux émotions de la partition, qui sont tout de même d'une richesse et d'une diversité fulgurante, justement, qui peuvent prendre le temps d'installer d'immenses et d'amples à la fois mélodies et accords, et puis des moments vraiment de stupeur, de frayeur, de terreur, avec des sentiments qui se bouleversent. Et de fait, eh bien, Pygmalion en a non seulement l'envie, nous le propose, nous l'offre, mais on a les moyens grâce à la richesse en effet de son chœur et de cet orchestre. Pour moi, vraiment, ils donnent leur lettre de noblesse à cet opus, au genre de cet opus tragédie lyrique. Il y a à la fois le côté tragique intense et le lyrisme qui s'épanouit et qui prend toute sa place. Bon, nonobstant nos réserves sur la mise en scène, ça fait quand même du bien de voir de l'opéra. Hippolyte et Aricie de Rameau, dirigé par Raphaël Pichon et mise en scène par Jeanne Candel, est en ligne, c'est gratuit, sur le site d'Arte. France Culture, la critique, Lucille Como. Dans quelques instants, nous parlerons de Good Night, le disque de Bertrand Chamaillou, mais tout de suite, c'est le coup de cœur d'Anna Sigalievich pour un autre objet visible sur Arte, Beethoven et Karajan, filmé par Clouzot. Anna, j'ignorais moi totalement que Clouzot avait filmé Karajan. Mais oui, moi aussi je l'ignorais jusqu'à l'année dernière. C'est voilà les quelques joies quand même du confinement. Pendant le premier confinement, j'ai découvert, grâce au site de la Philharmonie de Berlin qui avait mis en ligne la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, donc cette collaboration entre Clouzot et Karajan qui est assez incroyable. Il y avait un projet de 13 films. Finalement, il y en a eu un peu moins, il y en a eu 5 ou 6. Mais en tout cas, voilà, quelle collaboration. C'est donc dans les années 60. Donc là, je précise quand même que dans l'objet, on commence par l'ouverture de Corollion qui n'est pas filmée par Clouzot. Donc voilà, je passe là-dessus pour arriver donc à 10 minutes au moment où la 5e commence. Et alors là, c'est pour moi absolument exceptionnel. Donc filmé en noir et blanc, en 66, avec la Philharmonie de Berlin. Et donc Clouzot filme donc Karajan et l'orchestre. Ça commence par un plan de dos, on s'avance petit à petit, et c'est vraiment l'art de scénariser et de dramatiser le concert de façon absolument fabuleuse, sans aucun systématisme, sans aucune évidence, mais pas non plus dans le maniérisme. C'est ça que j'aime bien, hein, c'est qu'il n'y a pas de plan à la mort moelleux. On est de la musique et Clouzot n'est pas au service de sa propre mise en scène. Alors il faut voir la beauté de Karajan quand il dirige, hein, sa gestique, on sent les yeux fermés, le niveau de concentration, de sérénité aussi qui se dégage de son visage. Alors c'est par moments très découpé, par moments il y a des fondus enchaînés, enfin il y a des plans qui sont très différents. Je vous donne juste un petit exemple hein, dans ce qu'on entendait là, l'ouverture, enfin l'allegro initial. Donc pendant le thème, au départ on est 3/4 do, et à la reprise de thème, Clouzot filme juste les mains de Karajan. C'est absolument magnifique. On est face à un aigle qui déploie ses ailes. Enfin bon, voilà, je suis vraiment dithyrambique sur ces objets-là. D'ailleurs, Karajan disait que pour lui vraiment
Clouseau était extraordinaire dans sa connaissance des partitions, hein, dans son oreille merveilleuse et puis sa vision sensible de la musique. On sent tout ça et c'est voilà rendre la musique vivante et l'art de dramatiser le concert. Donc je vous recommande vraiment de découvrir cette 5e symphonie. Il y a que Karajan pour diriger la 5e de Beethoven est filmé par Clouseau. Là, c'est une sorte de voilà, c'est superlatif. Bon, il faut dire qu'il avait bien choisi en effet son chef parce que Karajan c'est un acteur de toute façon. La 5e de Beethoven filmée par Karajan est donc disponible sur Arte. Et Anna, je vous redonne la parole. Vous vouliez juste nous annoncer, on reste sur Beethoven, un concert. Absolument, oui, un concert, enfin plusieurs concerts même, parce que donc Beethoven, anniversaire, 250 ans, le 15 ou le 16 décembre, on ne sait pas exactement quand il est né, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, les Eben, le Quatuor Eben, formidable quatuor, a enregistré l'intégrale des quatuors de Beethoven aux 4 coins du monde, c'est sorti, et il joue ces quatuors en live à la Philharmonie depuis la rentrée. Donc là, il va y avoir les premiers concerts, les 23, enfin pas les premiers, pardon, les prochains concerts, les 23 et 24 novembre, donc filmés, évidemment sans public, mais disponible sur Arte aussi et sur le site de la Philharmonie. Et le cycle donc des 16 quatuors se terminera les 16 et 17 décembre. Bon, filmé avec ou sans public, ça on verra hein, d'ici là. Mais en avec tout cas, ou sans Clouseau, pour moi, surtout. c'est... Pardon, oui, voilà, je crois qu'on peut dire sans, mais ils sont franchement... non, pour moi, c'est une très grande version des quatuors de Beethoven qu'ils ont gravé. Donc voilà, et au disque et à découvrir sur ces sites-là. Merci Anna, on écoutera, on regardera. France Culture, la critique, Lucille Como. Dernier sujet au programme de cette critique, l'album fraîchement paru du pianiste Bertrand Chamaillou, Good Night. On y entend du Chopin, du Liszt, du Grieg ou encore Dessner, grande amplitude chronologique donc, avec une forme, celle de la berceuse. La couverture de l'album est-elle tout sauf enfantine, très noire. On y distingue au clair d'une lune pleine et brumeuse un couple posé comme des petits oiseaux sur une structure métallique aux angles menaçants. L'auditeur est prévenu, il n'est pas en zone de confort. On écoute tout de suite de Liszt, Wiegenlied.
Bertrand Chamaillou, Vegan Lead de Liszt. Charles Ardenne, comment vous avez entendu ce disque de Bertrand Chamaillou, Good Night? C'est sûr qu'il ne m'a pas fait dormir. Il vous a fait flipper comme moi, dites-le. Oui, honnêtement un peu, mais j'allais dire dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr. Ou alors, il faut s'endormir très vite dès les premières pistes qui commencent par Janacek, le Vegan Lead de Liszt, Lyapunov, un très beau répertoire, assez méconnu, fin 19e, début 20e, compositeur russe, assez fascinant avec sa berceuse d'une poupée. Il faut s'endormir assez vite et éventuellement après, il y a des pistes qui viendront peut-être animer vos rêves paradoxaux, des cauchemars ou autres, mais on a un peu l'impression en effet qu'il y a des pistes qui ont été mises là. Alors, on ne peut pas parler d'une punition pour un enfant qui ne serait pas encore endormi parce que les morceaux sont fascinants, mais il se passe tellement de choses, il y a des éléments inquiétants, des dissonances. C'est ça aussi, je trouve, qui fait tout l'intérêt de ce disque, c'est de voir à quel point les compositeurs ont utilisé un peu le concept, l'idée de berceuse comme une métaphore très riche. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu dans cet album, c'est que, a priori, on se dit, un disque avec 16 berceuses, quelle idée à dormir debout, mais en fait, il y a infiniment de variétés. Vous l'avez dit, il y a une grande période temporelle, différents styles, différents pays d'origine de ces compositeurs et aussi, ne serait-ce que différentes durées. Vous avez une petite berceuse d'1 minute 34 et puis vous avez une véritable œuvre de 9 minutes 01 qui sont aussi bien disposées dans cet album avec des enchaînements que j'ai trouvé très savants si on rentrait dans le détail, notamment dans les transitions harmoniques, des schémas cadentiels. Il y a des réponses et c'est vraiment évidemment pensé par Chamaillou. Il a fait un sacré travail de récolte. Anna Sigalevitch. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. C'est un programme qui est très construit et très pensé, parce qu'il déjà effectivement harmoniquement, mais aussi en termes de climat, qui nous amène vraiment d'un état à l'autre. C'est un album qui est extrêmement personnel et sensible, je trouve, et qui est un vrai voyage musical aux confins de l'esprit, donc effectivement entre chien et loup, par moments. Alors il y a quand même beaucoup de tendresse dans pas mal d'œuvres. Je pense évidemment à la berceuse de Brahms, hyper célèbre, qui endort les enfants depuis très longtemps. Il y a aussi cette pièce de Janacek, Dobrunoc, qui est aussi très tendre. Il y a la pièce de Melbonis. Enfin, il y a quand même beaucoup de tendresse. En effet, de l'étrangeté, de l'angoisse et de l'inquiétude, mais tout ça avec un piano, mais d'une telle classe. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous, je trouve qu'on a beaucoup entendu et vu Chamaillou ces derniers temps. J'avais une légère réserve, et puis en fait, elle s'en va immédiatement parce que déjà je l'ai entendu cet été, quel pianiste, c'était en programme de musique de chambre, il était absolument merveilleux. Et puis là encore, parce que il y a, attention, il y a du virtuosisme dans ces pièces. Je pense à la berceuse de Chopin, par exemple, qui n'a l'air de rien comme ça. Mais attention, pour bien jouer la main gauche, legato comme ça, et trouver le bon équilibre, chanter, jouer rubato, mais sans glisser dans le côté un petit peu, un petit peu sirupeux. La berceuse de Liszt aussi, et Chamaillou, c'est vraiment la grande classe parce que c'est un virtuosisme qui est hyper discret, mais qui est tout à fait là. Et en même temps, c'est d'une sensibilité, l'art du toucher. Enfin, il y a une pureté du son. La berceuse de Chopin est absolument, mais à tomber de beauté, celle de Liszt aussi, mais toutes les pièces. Moi, j'ai été très très emballée par ce disque. Charles Ardenne. Virtuosité absolument qu'on ressent dans ces berceuses qui, de fait, ne sont pas juste des petites pièces faciles pour endormir. On voit vraiment à quel point Chamaillou peut aussi y exprimer toute sa compétence technique, le dialogue entre les différentes mains, la façon de faire résonner les harmonies. D'ailleurs, est encore disponible en ligne le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns qui vient d'enregistrer, confiné à la Halle au Grain avec l'orchestre de Toulouse pour démontrer s'il en était besoin de toutes ses compétences et de toute la richesse de sa palette. Dans le livret, il place la barre assez haut en citant tous les différents registres émotionnels qu'il veut parcourir à travers ces différentes berceuses. Mais objectivement, moi je trouve qu'il y parvient aussi bien. Il parle de chercher de la fantaisie et du fantastique, des hallucinations, de la tendresse et de la mélancolie, mais aussi de la morbidité et tous ces rapports métaphoriques qui sont là mis en musique entre le rêve, le sommeil, la mort, le passage, le réveil, etc. etc. Et il dit aussi qu'il est un grand insomniaque, ce Bertrand Chamaillou. Anna Sigalevitch, un dernier mot ?
Oui, en effet, La peur du Nord. Mais c'est vraiment comme un conte de Grimm ou d'Andersen, où il y a plein d'images qui apparaissent. Moi, par un moment, j'avais l'impression d'être dans la forêt noire en Allemagne. Puis après, j'ai pensé à des gravures, vous savez, du siècle dernier, des gravures sur bois, comme ça, en noir et blanc. Puis tout d'un coup, hop, la lumière apparaît avec notamment cette pièce de Balakirev de Villa-Lobos. Enfin, voilà, on se promène. C'est très introspectif, hein. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi où on est entre deux eaux comme ça, dans cette veillée nocturne ou entre réel et fantastique. On est comme ça à la croisée des mondes et c'est très beau. On a senti votre enthousiasme à tous les deux sur ce disque Good Night de Bertrand Chamaillou. Il a paru chez Erato. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Anna Sigalevitch. Merci, Charles Ardenne, qui avait vaillamment traversé toutes les époques et tous les genres musicaux. Bravo. À la préparation de l'émission, c'est Thaïs Atouendoy et Boris Pinault. À la réalisation, Perret Legras. À la technique, aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez bien sûr Olivia Gisbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de cinéma et de bande dessinée, aussi de littérature, d'ailleurs un peu tout. La BD Vernon Subutex, des chroniques de David Foster Wallace, un livre sur Cassavetes et le nouveau film de Sébastien Lifshitz sur Arte.